du festival. Samedi soir avait lieu la soirée d'inauguration du 29e Festival du Livre. Politiciens, écrivains, mais aussi acteurs s'étaient réunis autour d'un thème, vivre. Quoi? Oui, tout à fait, Marie-Louise Gourdon. Chacun leur tour, ils ont partagé Comme ça, leur vision comme ça. de cette utopie. Très bien, plus bas, Et le comme ça. père, Parfait. Aurélie Thiron et Sophie Amgil. C'est bon? C'est bon, voilà, je suis Marie-Louise Gourdon, je suis commissaire cette année. Waouh! La lecture, ça rend la vie parfois plus belle. Parler, communiquer. Et être en liberté. Bonsoir et bienvenue dans ce journal consacré au Festival du Livre de Mouans-Sartoux. Dans cette édition, nous recevons Marie-Louise Gourdon, la commissaire du festival. Samedi soir avait lieu la soirée d'inauguration du 29e Festival du Livre. Politiciens, écrivains, mais aussi acteurs étaient réunis autour d'un thème, vivre. Chacun leur tour, ils ont partagé leur vision de cette utopie. Élodie Berthe, Aurélie Thiron et Sophie Amgil. Il me disait, mais c'est encore plus étonnant. Ils sont tous là, les invités retrouvent le public. Une réunion de famille pour cette inauguration. Effectivement, c'est ce que proposent les musiciens, c'est ce que proposent les peintres, les auteurs qui sont ici. C'est tout cela, vivre. Ce rendez-vous annuel, bien plus qu'un simple festival, une ville entière se mobilise pour faire vivre cet événement. C'est quelque chose que tout le monde attend toute l'année et c'est quelque chose pour lequel les gens travaillent toute l'année aussi pour que ça soit une réussite. À Mouans-Sartoux, partage et convivialité sont de rigueur. Chacun vit cet événement à sa façon. C'est un îlot d'intelligence, de fraternité, de bienveillance. Et je regrette que la France entière ne ressemble pas à Mouans-Sartoux. Cette commune est extraordinaire et elle montre qu'une autre façon de vivre ensemble est possible et ils le font et vous le faites au quotidien. Pour moi, venir à Mouans-Sartoux, c'est vivre dans une utopie réalisée. Le festival fait le pari de vivre. Un thème comme une utopie qu'il ne faut jamais arrêter de défendre. Marie-Louise Gourdon, bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle que vous êtes commissaire de la 29e édition du Festival du Livre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un premier bilan de cette édition? Bien, écoutez, moi je viens de voir ce plateau-là que nous avons vu ensemble. Déjà la pluralité était sur le plateau, vous voyez, à tout point de vue. Et des acteurs, comme vous dites, des auteurs, des gens de la politique, de tous bords d'ailleurs. Donc on était tous là, et on était tous là pour un festival qui est lui-même très pluriel, très ouvert. Et pour moi, c'est ça. Depuis 29 ans, je fais ce festival avec une ligne directrice qui est de faire que les gens se rencontrent, que les gens se parlent à propos des livres, à propos du cinéma, à propos du théâtre. Voilà, c'est ça notre fil conducteur depuis tant d'années avec tous les bénévoles, avec tous ceux qui font, tous les gens qui aiment le festival et qui viennent. Là, vous avez entendu quelques personnalités. Il y en a beaucoup d'autres. Et dans tous les domaines. Et je crois que chacun repart avec l'idée qu'il a peut-être appris quelque chose ou qu'il a rencontré quelqu'un, qu'il a encore développé son propre monde intérieur et puis sa propre réflexion. Vraiment, on est ouvert sur le monde d'aujourd'hui qui est déjà bien compliqué, bien difficile à digérer. Donc on a besoin de s'occuper des jeunes, de les mettre aussi dans ce bain qui est celui du Festival du Livre. Il y a des petits comme ça qui viennent, alors eux, ils ouvrent les livres, c'est magique, ils découvrent, ils entendent des contes. Puis après, les plus grands, ils découvrent Magie de Cherfi, puis tout d'un coup, ils entendent un discours qu'ils n'ont jamais entendu, ils sont époustouflés, ils lui courent derrière, ils veulent des explications. C'est très vivant, justement. Et justement, le thème de ce festival, c'est vivre. Qu'est-ce que ça vous inspire, vivre, quand vous voyez un tel festival pendant 3 jours? Je crois que pendant 3 jours, c'était la vie qui était là, vraiment. C'était très vivant. Et ça le sera encore. Mais c'est surtout pour dire qu'on doit vivre, ça veut dire construire l'avenir. Je n'arrête pas de le dire. Penser aux générations futures. Avoir des idées. Si on n'est pas content de ce monde tel qu'il est, tel qu'on l'a fait, eh bien, il faut se bouger, il faut faire sa part du colibri. Et vivre, c'est penser,
c'est lutter pour tout ça, c'est chercher sa liberté, voilà. Merci beaucoup Marie-Louise Gourdon. Il est l'une des têtes d'affiche de cette 29e édition. Olivier Py a donné une lecture dynamique jeudi soir pour présenter son dernier livre, Les Parisiens, un exercice peu commun qui a séduit le public mou en soi. Emmanuel Durget et Alex Gouty. Vous pensez la lecture ennuyeuse ? Olivier Py relève le défi. Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Seul sur les planches pendant 3 quarts d'heure, l'auteur propose une façon théâtralisée de découvrir son livre. Aurélien marche dans Paris les yeux au ciel, réussir, vaincre, triompher. Il se regarde faire, aller, siffloter, et en se jouant à lui-même... J'adore lire en public, pour moi c'est une grande joie. C'est un plaisir de comédien d'ailleurs. C'est plus encore qu'un plaisir d'écrivain, mais c'est un plaisir de comédien qui n'a pas besoin de se souvenir du texte. Donc je dis toujours oui pour une lecture. Dans un temps limité, il faut faire une sélection, 4 extraits d'un livre de 600 pages, frustrant mais avec intelligence. Ces choix doivent tenir le public et donner une image positive du livre. Je voulais rendre compte de l'hétérogénéité, non pas du style, car le style est toujours le même, mais des formes qu'il pouvait y avoir dans le livre. Donc il y a des scènes très graves, il y a des scènes profondes et lourdes, et puis il y a des scènes qui sont vraiment des scènes de comédie, ou voire de comédie épique. Avec le livre audio, la lecture revient à la mode, mais rien ne vaut une présentation dynamique d'une œuvre par son auteur. Paris est faite pour que les arrivistes arrivent et que les séducteurs séduisent. J'aime bien vivre le texte, je crois. C'est une autre façon c'est une deuxième lecture. Il y a du Sacha Guitry là-dedans, il y a quelque chose, même dans la gestuelle. C'est vraiment quelqu'un qui est très drôle, très amusant. Étoile montante de la technocratie dont la gauche et la droite s'arrachent les faveurs, ministre passionné d'art... Je les sentais bien, je sentais l'écoute agréable, je sentais qu'ils ne s'autorisaient pas vraiment à rire au début, mais après ils ont compris qu'ils avaient le droit. Malgré certains passages un peu graveleux, Olivier Py signe une lecture convaincante, un beau format au service de la littérature. Alors on l'a vu dans ces images, Marie-Louise Gourdon, il y avait une réelle proximité entre Olivier Py et ses lecteurs. Oui. C'est une caractéristique à Mouansartou ? Voilà, c'est ce qu'on aime aussi, c'est que tous nos invités soient proches des gens, communiquent et participent. Olivier Py, il est né à Mouansartou, donc en plus c'était facile pour lui, il connaissait presque tout le monde et nous on était fiers de l'avoir. Mais c'est vraiment cette notion d'échange, comme je disais tout à l'heure, de débat. D'ailleurs, le débat, c'est vraiment le cœur du festival. Je vous ai défini tout à l'heure un objectif qui était que les gens se parlent, c'est donc ça le but. Donc on avait des débats sur le fanatisme, par exemple, tout à l'heure, sur les femmes. Alors c'est un thème qui vient chaque année et qu'on persiste et on signe parce que le combat pour l'égalité des droits, pour la liberté des femmes, partout dans le monde, pas que chez nous, c'est vraiment quelque chose de permanent. On avait sur le plateau hier soir de Divine pour la présentation du film, on avait Ouda Benyamina, la réalisatrice, et ses 3 actrices. J'étais sûre que ça allait décoiffer. Elles ont fait un show, ces filles. Et elles défendent quelque chose, mais par elles-mêmes. C'est pas ni politique, ni forcément théorique, c'est elles qui sont comme ça. Et je crois que vraiment, c'est un des points éléments. Et essentiel, également l'écologie, l'environnement. Évidemment, vous avez vu José Bové, mais ce n'est pas que ça. José Bové, c'est aussi les droits humains. Nous avons plein d'invités qui parlent du futur de la planète et qui nous alertent. Il y avait Cyril Dion qui a fait le film Demain. Lui, il est à la fois réalisateur, il est auteur. Enfin, il est un peu pluriel, lui aussi. Et il est surtout très convaincu et très militant. Et je crois qu'avec des gens comme ça, on peut avancer. Il figure parmi les personnalités politiques les plus détestées des États-Unis. Clinton Trump, l'Amérique en colère, publié par la journaliste Christine Ockrent, enquête sur la fracture politique américaine à 1 mois des élections présidentielles. Harry Lesberg, Ninon Fauchard et Romy Marlinge. Entre les allées du festival de Mouansartou, Christine Ockrent signe ses premiers autographes. Dans son nouveau livre, elle interroge l'ascension au pouvoir du candidat républicain Donald Trump. L'irruption de Donald Trump prouve d'abord l'usure des grands partis politiques et surtout du Parti républicain. C'est aussi l'irruption à travers lui de la télé-réalité et puis des réseaux sociaux. L'ancienne journaliste, véritable tête d'affiche du festival, rassemble les foules au café littéraire.
preuve de son importante notoriété et d'une réelle préoccupation des Français pour les élections américaines. Au parc du Château, Christine Ockrent revient aussi sur le dernier scandale en date de Donald Trump. Une vidéo datée de 2005 où le candidat tient des propos fortement sexistes. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. You can do anything. C'est sûrement un scandale qui confirme ce que l'on savait déjà du personnage, c'est-à-dire une misogynie agressive et une grande vulgarité. Là, on peut penser quand même que c'est très mauvais pour lui, et singulièrement à la veille d'un nouveau duel télévisé face à Hillary Clinton dimanche soir. Pour sa génération, Hillary Clinton est une sorte d'héroïne. Et c'est une femme dont le parcours professionnel est tout à fait exceptionnel. Au point de devenir la première femme présidente des États-Unis? Réponse, le 8 novembre. Et on le voit avec Christine Ockrent, le festival accorde une large place à l'actualité. Oui, de façon directe ou indirecte. Là, c'est très direct. Effectivement, Christine est aux premières loges pour nous parler de cette actualité-là qui est terrible. Et l'outrance partout ne doit pas passer. Là, Trump, on en a aussi à la maison, hein, des comme ça. Donc, il faut faire attention. Et je crois qu'il est en train de se perdre. Il faut l'espérer et qu'aux prochaines élections, bien évidemment, le 8 novembre, ce ne soit pas lui qui soit devant. Je pense que là, du coup, ça, c'est en train peut-être de basculer. Enfin, ça, c'est ce que je ressens. En tout cas, l'actualité, elle est bien dans le festival parce que notre festival, il s'intéresse à toutes les questions du monde contemporain, du monde dans lequel on vit, tous les jours, alors que ce soit aujourd'hui ou d'une façon plus large. C'est ça, vraiment, on y tient. Et le thème vivre cette année, il était d'autant plus lié qu'il était un petit peu une réponse à ce qui s'est passé. Voilà, parfois c'est plus large, on a fait du même pas peur, voilà, c'était plus général. On a fait où allons-nous si vite une année, ça aussi on est dans l'accélération complète et puis on en est tous victimes, si on peut dire, de cette accélération. C'est une actualité qui est moins brûlante, mais c'est une actualité au long cours, si je puis me permettre. Et après l'actualité, on se plonge dans l'histoire. En 100 ans, la condition des femmes a connu une réelle évolution. Une évolution certes, mais le chemin vers l'égalité est encore long. Cette lutte a donné lieu à un projet d'exposition réalisé par 3 lycées grassois. Il remonte le temps et retrace l'histoire de ce combat. Romy Marlinge, Harry Lesberg et Jean-Michel Matricon. Un sourire victorieux et confiant après une lutte de 100 ans. Évocatrice, provocatrice, partagée surtout par les lycéens de Grasse. La femme, sujet de cet ambitieux projet lancé par la région. Un thème qui a suscité l'intérêt de tous. Personnellement, c'est un sujet qui me touche beaucoup et que j'adore. Donc moi, j'ai vraiment adoré. Je ne sais pas si je peux parler au nom de toute la classe, mais en général, oui, c'est quand même intéressant. Sur ces panneaux, le résultat d'une année de recherche. Des documents historiques illustrés de photos où l'on aperçoit les visages de celles qui ont changé les mentalités, ou presque. Pour toi, les femmes ne sont pas encore égales aux hommes ? Bah non, parce que dans certains métiers, c'est vrai que c'est mieux, enfin, c'est pas que c'est mieux, mais les femmes n'ont pas vraiment des compétences pour faire certaines choses. Ok, je refais la phrase. Est-ce que tu trouves que l'égalité, elle est présente aujourd'hui entre les hommes et les femmes ? Enfin, pas entièrement. Parce que il y a des travaux, il y a des travails où les femmes elles sont moins bien payées que les hommes et donc voilà. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Devant les œuvres des élèves, c'est l'ébullition. Des productions réalisées pendant les cours d'éducation civique et morale de l'année dernière au travers d'une mission qui semble avoir conquis les élèves. Oui, ils étaient plutôt sensibles. En ce qui concerne les garçons, finalement, ils avaient une vision beaucoup plus juste de la situation des femmes au XXe siècle et les filles étaient beaucoup plus timides. Ce vendredi, les œuvres ont été observées par plus de 7000 scolaires. Marie-Louise Gourdon, la condition des femmes, c'est un sujet important, notamment dans l'éducation. Oui, puis c'est le moteur de ma vie, donc c'est pour ça qu'on le retrouve tout le temps dans le festival. Et c'est très lié à l'éducation, parce que vous voyez, les jeunes filles, elles ont dit, c'est la première fois dans toute ma scolarité, j'espère qu'elle n'avait pas fini, mais c'est la première fois qu'on me parle de ce sujet, des femmes, des droits des femmes. Et du coup, elle a pris conscience de ce que ça voulait dire, déjà pour elle,
pour les autres. Alors je pense que ça va devenir une militante et c'est ça aussi la formation du festival, c'est d'avoir prendre conscience des problèmes, des difficultés et puis se mettre à combattre pour ça. À cette jeune fille, je lui ai dit, tu sais, ta liberté, c'est toi qui dois aller la chercher, personne ne va te la donner. Et tes droits, tes égalités des droits, c'est toi qui dois te battre pour. Tout le monde peut s'y mettre, mais ça part des femmes aussi, on ne doit pas attendre que ça vienne. D'ailleurs, le combat pour la parité, c'est ça aussi, la parité en politique, c'est important. Et si on avait, certains disent oui, les quotas, tout ça, oui, les quotas. Heureusement qu'on a la loi, parce que sinon, on serait toujours quelques-unes dans un hémicycle et beaucoup d'hommes dans le même hémicycle. Ça a changé en politique, sauf à l'Assemblée nationale, mais ça viendra. Donc dans notre pays, voilà, l'égalité des droits progresse, c'est sûr, on ne peut pas comparer. Moi, je parle des droits dans le monde entier. Des droits, parfois, ce n'est même pas des droits, c'est carrément pas de droits du tout. C'est la soumission. Donc là aussi, on doit être attentif. Mais c'est vrai que cette libération des femmes, je dis profondément, elle doit aussi partir d'elles-mêmes. Même si tous les soutiens du monde allaient vers elles, elles doivent aussi commencer le mouvement et ça doit partir de leur propre situation. Et là, je crois qu'on pourra enfin soulever les montagnes. Mais pour ça, il faut les déclics. Les déclics, voilà, une exposition comme ça, c'est un déclic. Et le festival, par rapport à l'éducation, c'est 8000 enfants chaque année. Cette année, il y avait 2000 collégiens et lycéens dans la journée. Et quelle effervescence! La bande dessinée prend une place de plus en plus importante dans le monde de la littérature. Elle s'adresse désormais aux adultes sous forme de romans graphiques ou de comics. Fiction ou réalité, elle profite d'une place de choix à Mouans-Sartoux. Un reportage d'Emmanuel Durget, Mathias Somme et Arthur Malter. Comme des enfants, et prêts à faire des centaines de kilomètres, ces deux amis, venus rencontrer Ivan Gilles, sont des inconditionnels de la bande dessinée. C'est toujours magique le dessin, regardez les enfants, quand vous dessinez à la maison, vos enfants ils vous regardent dessiner, c'est magique. Pour nous c'est magique aussi. Parmi les auteurs, le public peut rencontrer Christophe Girard, un ancien des forces spéciales. Son truc à lui, c'est le roman graphique, engagé et inspiré de la réalité. Je vois pas du cinémascope avec des effets Photoshop, non. Donc là c'était sur le Liban, donc des couleurs chaudes. Là c'est Belgique, années 50, donc je me suis inspiré de Tintin. Enfin, voilà. Une bande dessinée, ça doit être quelque chose de complètement immersif. Des bandes dessinées pour apprendre, ludiques et documentées, c'est ce qui plaît aux adultes. Ancien physicien, Éric Fraissinet a eu un coup de cœur pour cette BD qui vulgarise la physique quantique. J'aime bien tout ce qui est physique et justement il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui n'aiment pas trop la physique, ils trouvent ça rébarbatif, chiant, etc. Ça par exemple c'est une bonne introduction pour bien aimer le monde de la physique. Au Comic Strip Café, on nous l'assure, la BD se porte bien et la place qu'on lui accorde à Mouans-Sartoux en est le témoin. Marie-Louise Gourdon, on l'a vu sur ces images, le festival accorde une grande importance aux mots, mais également au graphisme, au côté visuel. À toute forme d'expression, donc ça en est une. On vient de voir Edmond Baudouin aussi à l'image à l'instant. Edmond Baudouin est considéré aujourd'hui comme le père de l'évolution graphique de la BD. Il y avait aussi Amil Souleyman dans le festival. Amil Souleyman, c'est un réfugié syrien qui est arrivé à Paris il y a quelques années, fuyant la Syrie, fuyant l'arbitraire de ce pays, et on voit ce que c'est devenu. Et il a créé un roman graphique qui s'appelle Freedom Hospital. Il en a fait une exposition et on l'a présenté au festival. Là aussi, l'actualité, l'art, la création sont étroitement mêlés à Mouans-Sartoux. Vous les avez peut-être remarqués, les forces de l'ordre étaient très présentes autour de la zone piétonne. En civil ou en uniforme, elles assurent la sécurité des festivaliers. Un reportage de Mathias Somme et Jean-Michel Matricon. Ils patrouillent dans les rues du festival. Des unités de gendarmerie aux côtés de la police municipale et d'une dizaine de gendarmes pour sécuriser la zone piétonne. Les personnes qui se rendent sur de tels événements ont besoin de sécurité, la demandent et ont besoin de se sentir rassurés et pouvoir continuer à vivre, puisque c'est le thème justement du festival. Ces patrouilles ne satisfont pourtant pas tous les festivaliers. Derrière son stand, ce libraire trouve que le dispositif est trop lourd. Complètement anormal dans un salon du livre, surtout avec des enfants,
qu'il y ait des gendarmes qui passent là, armés jusqu'aux dents. Pour Marie-Louise Gourdon, directrice du festival, ces mesures allient sécurité et convivialité. Les bouquinistes, quand il y avait les voitures qui passaient, ils ne pouvaient pas ouvrir ce côté. Tandis que maintenant, des deux côtés, ils peuvent ouvrir les deux côtés et du coup c'est vachement plus agréable pour tout le monde. La sécurité a été assurée comme on l'a prévu, dans de bonnes conditions, les conditions qu'il fallait, et qu'aujourd'hui le festival a lieu. Voilà. Et il a lieu comme d'habitude, même mieux quelque part parce que nous avons du coup rendu ce boulevard piéton. Les mesures de sécurité n'ont pas découragé les festivaliers. La zone piétonne était très fréquentée pour sa première année. Marie-Louise Gourdon, est-ce que, avec le contexte actuel, ça a été difficile d'organiser la sécurité de ce festival? Il y a une très très belle collaboration avec la gendarmerie, avec la police, avec lesquels d'ailleurs on travaille très bien toute l'année. Et justement, ça a été une force pour nous d'avoir cette collaboration, parce que du coup, on s'est concentré sur le Festival du Livre, nous, l'organisation, parce que le principe, c'était que le Festival du Livre ait lieu comme d'habitude, aussi bien et même mieux, et qu'il soit complètement sécurisé par ses présences. Et alors, nous avons retourné même la situation, puisque d'une contrainte piétonniser le boulevard, et pour nous, c'est devenu une super occasion de le faire, parce que ça fait longtemps qu'on en rêvait. C'était compliqué. Donc on n'osait pas trop le faire. On l'a vu sur ces images, il n'y avait pas de voitures. Les on cyclistes avaient remplacé les voitures. Ah oui, les vélos. Les bouquinistes pouvaient vraiment s'étaler sur la rue. Les bouquinistes, les enfants en trottinette, en vélo, toute la journée, on n'a vu que ça. Les poussettes, les personnes à mobilité réduite. C'était extraordinaire. Donc vous voyez que de cette contrainte obligatoire, eh bien, nous en avons tiré un parti très intéressant qui fait que le festival a été encore beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein, puisque les gens n'avaient pas besoin de penser à traverser aux voitures. Et je pense que dans le périmètre, peut-être le premier jour, ça a été un peu cacophonique autour. Puis après, les gens ont bien capté qu'il se passait quelque chose à Montsartou et ils sont passés autour. Et ça n'a pas empêché les gens de venir. On avait fait des beaux parkings tout autour et le monde était là. Et je crois qu'on a atteint nos 60 000 visiteurs là dans les 3 jours. Voilà, c'est formidable. Petit détour en coulisses maintenant. Les auteurs déjeunent tous les jours au château de Montsartou. C'est toute une logistique du goût qu'il faut savoir mettre en œuvre. Un reportage de Tom Ferrero et Alex Gouty. Le calme au parc du château contraste avec l'effervescence de la cuisine. On est pressé, on est toujours pressé à la cuisine. Aujourd'hui, le chef Mathieu Bergia mitonne une paella pour plusieurs centaines d'auteurs. En pleine préparation, il n'a que quelques instants à nous accorder. Faire toutes les mises en place des décorations d'assiettes. Donc la ciboulette hachée, les dés de tomates, les copeaux de radis, les copeaux de légumes. Ça, c'est ce qu'on va préparer. Après, on va préparer le foie gras. 10 kg de riz, 5 kg de petits pois et plus de 80 tartes. Ce midi, la cantina a vu grand. 150 mètres séparent les cuisines du buffet, mais il faut se dépêcher. Les plats doivent arriver chauds. Alors toutes les petites mains se pressent pour que les invités profitent du déjeuner à l'ombre des oliviers. Et ça marche. C'est merveilleux, c'est comme tous les repas en France. C'est impossible d'avoir une mauvaise expérience. Quand on a mangé avec Jean Telet et Christine Ockrent, c'est pas mal quoi. C'est des gens mais qui sont vraiment plus Jean Telet, c'est une idole pour nous. À l'entrée, Joël compte les auteurs invités. 250 couverts sont prévus, exclusivement réservés aux écrivains. Bénévole de longue date, ce vigile bienveillant connaît tout le monde et toutes les anecdotes du restaurant en plein air. Parce qu'au départ, on le faisait sous la tente. Et puis, on a beaucoup de gens qui viennent de la France entière avec la pluie et tout. Et lorsqu'ils ont vu le soleil, ils prenaient les tables, ils les déplaçaient. J'ai dit, bon, allez, c'est bon. Sous les oliviers, le pré, voilà. C'est que du bonheur pour les auteurs. Quelques heures plus tard, la cohue du buffet se termine. Place à la sieste digestive avant de retrouver l'agitation des stands pour les plumes du festival. Alors, puisqu'on a parlé des coulisses, on peut peut-être aborder ce thème fondamental pour le festival qui est celui des bénévoles. Des bénévoles, voilà. Évidemment, 270 bénévoles cette année sur le festival. Évidemment, on dit toujours sans eux, ça ne pourrait pas être, mais c'est une évidence terrible, extraordinaire. Ces gens, vous avez vu Joël ici, elle est depuis le début quasiment. Mais il y en a 270 qui font chauffeur, qui font buvette, qui travaillent au stand, qui font les entrées,
qui font la sécurité, notre sécurité à nous. Voilà, ils sont partout. Et c'est ce qui fait que Guy Bedos a pu dire que le Festival du Livre, c'était le festival de la bienveillance. Parce qu'il a vraiment profondément ressenti, la première fois qu'il est venu, toute cette ambiance qui était donnée par les gens qui sont dans ce festival, qui ont envie de tout donner d'eux-mêmes pendant tous ces jours et cette préparation. Ça se ressent profondément. Et les auteurs qui viennent, les exposants, le public, se sentent chez eux, en famille, accueillis. Et ça, c'est toute la force, parce que du coup, c'est une énergie qui est spontanée, qui est sincère, et ça se sent, voilà, ça se sent énormément. Et je crois que c'est tout le cœur du festival qui est chez eux. Réaliser une affiche sur le thème « Vivre », c'est le défi relevé par plusieurs milliers d'élèves du département des Alpes-Maritimes. 5 prix récompensaient les travaux, 110 affiches ont été réalisées pour l'occasion. Aurélie Thiron, Arthur Malter et Arthur Legrand ont été rencontrés, ces artistes en herbe. Attentifs, impatients, les élèves des écoles du département applaudissent à l'annonce des premiers résultats. Cette année, le support change, les affiches remplacent les livres. On a le prix très chouette, on a le prix de l'élan, on a le prix de vivre en mots parce que voilà, on a qualifié les prix en fonction de ce que nous ressentions. Alors on essaie de vous proposer, dès que vous êtes petit, de commencer à réfléchir par vous-même, à savoir ce que vous voudriez faire de votre vie et du monde. Réfléchir au sens de la vie, c'est une des missions du festival. Pour gagner, tout est permis. Peinture, collage, dessin et même papier mâché. Les lauréats ont dû exprimer leur créativité. Pour gagner des livres et pour nos affiches. Sur l'affiche, on a fait la terre. On est très fiers parce que je trouve que c'est important de récompenser le travail des enfants, même s'ils sont tout petits, de leur montrer ce qu'ils sont capables de faire et à quoi ils peuvent arriver. Bravo à tous. Une dernière photo des parents pour immortaliser cet instant. Les élèves peuvent être désormais fiers de leur récompense. Et la jeunesse, Marie-Louise Gourdon. Voilà, vous avez vu ces petits là. Je crois qu'on est vraiment au cœur de ce que nous voulons faire dans le festival. C'est donner toute l'attitude à cette créativité qu'ont les enfants, qu'ils donnent à l'école. Mais là, sur des thèmes comme ça, vous avez vu ils se sont vraiment éclatés. Ils ont donné des choses magnifiques. Ils ont réfléchi toute l'année ou une partie de l'année avec leur instit. Et ça leur a donné l'occasion, eux-mêmes, de se questionner sur qu'est-ce que ça veut dire vivre. Vivre, et vous l'avez vu, traduit de toutes les manières possibles, graphiques, en mots. Et voilà. Et quand on a remis les prix, on a vu les réactions. Et je les vois encore mieux à l'écran. Et je crois que ces petits-là, déjà, ils sont sauvés. Ils vont garder dans l'idée que le livre, c'est ça, que c'est tout ça. D'ailleurs, je voulais dire qu'à Montsartou, quand on commence à monter les tentes, des espaces, tous les enfants de Montsartou disent « ça y est, c'est le festival qui arrive ». Et ils savent qu'ils vont avoir une semaine où ils vont rencontrer des gens, voir des films, avoir des contes, aller au cinéma, donc, et puis des auteurs, des illustrateurs qui vont venir les voir. Ils savent que ça va être une semaine formidable. Et après, ils reviennent avec leurs parents le dimanche et ils leur montrent tout ce qu'ils ont vu. Voilà, là, on est dans la continuité de notre travail. On est vraiment content de voir ces images. Tous les genres littéraires sont représentés ici à Montsartou, romans, biographies, mais aussi poésie. 15 ans qu'Il et Niger vient au festival. Originaire d'Avignon, l'auteur écrit des poèmes sur l'homme et la société. Un portrait réalisé par Aurélie Thiron et Romy Marlinge. Elle est là pour la rencontre, l'échange. Il et Niger est écrivaine, poète. Ses livres se découvrent à haute voix, une prose poétique qu'il faut faire sonner. Au monastère de l'instant germent les grains de lumière, l'énergie est à sa place, la joie frétille dans le courant, la vie guérisseuse garde les mains grandes ouvertes. En fait, c'est un ouvrage qui est introspectif par rapport à ma vision du monde. Professeur de littérature et philosophie, Il et Niger s'est jeté à corps perdu dans sa vocation, l'écriture. Et pour elle, tout a commencé par une récitation à l'école.
J'avais dit à la maîtresse, je serai Victor Hugo. C'était une récitation de Victor Hugo. Et la maîtresse m'a dit, mais tu ne seras jamais Victor Hugo puisqu'il existe, mais par contre tu peux être toi. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et ce toi, on s'est mis à écrire à l'âge de 7 ans. Et puis c'est devenu mon métier à l'âge de 40 et quelques années. Avide de nouvelles expériences et une trentaine d'ouvrages à son actif, elle se lance dans une collaboration inédite sur la manière de sentir le monde et la nature. J'ai un projet au Québec avec un très grand écrivain canadien qui s'appelle Jean-Marc Lafrenière et avec lequel nous allons faire un livre à 2 voix et à 4 mains, des textes qui se répondent. Voilà. Il est Niger innove sur la route de l'écriture où rien ne l'arrête. Qui vivent dans notre région et qu'ils soient... Il n'y a pas pour nous de petits ou grands auteurs, il y a des auteurs, il y a des gens qui ont quelque chose à transmettre. Après, ils sont plus ou moins connus, voilà, c'est comme ça qu'on les détermine. La plupart des sourds et malentendants ne savent pas lire. Pour combattre ce handicap, l'association Chemin d'Essence a organisé une lecture croisée mêlant voix et langue des signes. Sacha Zilinski, Mathias Somme et Arthur Malter y ont assisté. L'habit provisoire, alors, ne faisait que m'effleurer. Lier la parole au geste. Rien n'était encore cousu. Un trou noir bêt le long des côtes, en lieu et place de la fermeture éclair, qui n'était pas... Pendant un quart d'heure, le texte de cette écrivaine est traduit en langue des signes. Les spectateurs sont captivés par cette lecture théâtrale. Jean-Marc est présent à cette séance avec sa fille sourde. Cette interprétation lui permet de prendre goût à un univers inconnu, la lecture. Ma fille elle a trouvé ça super parce que c'est imagé et c'est sa langue normale. Parce que bon, même si c'est écrit, elle ne comprendra pas. Et si elle le voit à la télévision qu'il y a les sous-titres, elle ne comprend pas parce qu'elle ne sait pas lire. Donc là, par contre, c'est sa langue normale et elle a accès à la culture, quoi. Voilà, quoi. Alors qu'avant, ils étaient carrément rejetés. Traduire la richesse et les nuances du français par la langue des signes est une vraie difficulté pour cette interprète. Elle a eu besoin de 3 mois de travail pour atteindre ce résultat. Plus qu'une lecture, il s'agit d'un défi pour Christine car aujourd'hui en France, 80% des sourds sont analphabètes. Ça pourrait peut-être les motiver à apprendre à lire ou même ceux qui savent lire, qui ont des difficultés à essayer de lire davantage. Si c'était plus accessible, je pense que ça les motiverait plus. Cette lecture en langue des signes est avant tout le projet d'Isabelle. Cette artiste plasticienne travaille aux côtés de personnes handicapées depuis 20 ans. Pour elle, le Festival du Livre est l'occasion de sensibiliser un public sourd et malentendant à la littérature. Et pour cela, elle a une stratégie. Cette bibliothèque sonore qui est là, bien développée depuis longtemps chez les aveugles, m'a donné l'idée de faire une petite bibliothèque au départ, de petites séquences vidéo où il y aurait ce parallèle entre un écrivain contemporain et une traduction en langue des signes pour qu'il y ait de plus en plus, je dirais, une curiosité de part et d'autre, de les écrivains et du monde sourd, en se disant oui, s'il y a une littérature qui vient vers nous, alors on va rentrer dedans et on va chercher, on va en acquérir. Dès novembre, Isabelle interviendra dans une école au Canet. Elle proposera des ateliers de lecture similaires à des élèves sourds et malentendants, toujours dans l'optique de barrer l'handicap à la lecture pour les déficients auditifs. Marie-Louise Gourdon, on voit que c'est aussi l'occasion de sensibiliser. Oui, alors pour sport
Les éléments qui ont eu lieu. C'est peut-être tout le thème. Le thème du festival cette année, c'est vivre. Pour vous, vivre, c'est quoi? C'est une vaste question. Vivre, ça dit tout, quoi. C'est vivre, mais vivre comment? Vivre pourquoi? C'est être en liberté, déjà. Non, vivre, c'est aujourd'hui. Pas hier, pas demain. Alors vivre, pour moi, c'est être. C'est vivre, c'est la liberté, c'est l'expression pour tout le monde. Vivre, c'est profiter au quotidien de la vie. Vivre, c'est apprécier tous les moments. Vivre, c'est à la fois quelque chose de simple et quelque chose de complexe. Moi, vivre, c'est vivre en n'ayant pas honte de soi. Je crois que vivre, c'est le plus beau des projets, surtout avec un point d'exclamation, parce que c'est un projet personnel, mais c'est aussi un sacré projet collectif. C'est être pleinement présent à ce qu'on fait, c'est profiter des plaisirs de la vie, de ce que la vie nous offre, de richesse, mais aussi les mauvais moments qui soient vécus aussi. Vivre avec la conjoncture actuelle des attentats et tout, il faut garder espoir et vivre, disons, se battre et continuer à se battre pour pas montrer qu'on a peur. Vivre socialement, je sais pas, parler, communiquer, bien s'entendre avec les gens. Bien vivre, parce qu'il faut vivre malgré. La vie d'abord est la plus forte, hein, et la vie c'est ce qu'il y a de plus beau. Vivre c'est toute la vie, c'est toute l'année quoi. Donc bon ben voilà, allons de l'avant. Jamais regarder en arrière, toujours de l'avant. Profitez chaque moment que la vie vous donne. La lecture, ça rend la vie parfois plus belle. Parler, communiquer. Et être en liberté.